Et bien, écoutez, je vais juste démarrer pour rapidement représenter d'où je viens. Donc, Sonia Sharapov, moi, je travaille au CCOMS. Juste rapidement, le CCOMS, le Centre collaborateur de l'OMS pour la recherche et la formation en santé mentale, c'est un des, on va dire, 800 centres experts sur thématiques de santé. Sur la santé mentale, on est à peu près 45 centres experts dans le monde à travailler sur les questions de santé mentale. Et donc en France, on est voilà, mandaté par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pour essayer de travailler à quelles sont aujourd'hui et quelles seraient aujourd'hui les bonnes pratiques en santé mentale, que ce soit les pratiques de soins, mais aussi les pratiques en termes de promotion, de prévention, en termes d'accès aux droits, en termes de respect des droits aussi. Et donc on est voilà, une vingtaine à travailler sur pas mal de projets et pas mal de sujets autour de la santé mentale. Et dans ce cadre-là, en fait, depuis un certain nombre d'années, mais plus officiellement depuis 2017, on est devenu le Centre national de ressources et d'appui aux conseils locaux de santé mentale. Donc c'est voilà, une démarche qu'on va vous présenter par la suite. Et donc dans ce cadre-là, dans ce centre d'appui et de ressources au CLSM, on a 3 grandes missions qui sont d'accompagner les territoires à développer des conseils locaux de santé mentale, puis quand ils sont en place, à faire en sorte que ça fonctionne bien. On va aussi avoir des missions d'animation du réseau national. On va proposer des temps de réseau en présentiel, en distanciel. Voilà, tous les acteurs qui peuvent faire partie des conseils locaux de santé mentale. Et puis après, il y a une partie de partage d'expertise. Voilà, on intervient beaucoup dans des formations, dans des congrès, dans des colloques, voilà, dans différentes instances pour pouvoir justement promouvoir à la fois les conseils locaux de santé mentale et puis plus globalement l'approche en santé mentale, voilà, qui est une approche vraiment aujourd'hui recommandée notamment par les recommandations internationales. Et justement, nous, ça nous paraissait compliqué de faire un webinaire sur la santé mentale sans juste définir un petit peu de quoi on parle quand on parle de santé mentale. Il y a plein de visions, de représentations très différentes. L'idée là, c'est pas que vous ayez une définition unique, stricte de la santé mentale, mais que vous puissiez comprendre que toutes les actions et tous les outils que vous allez mettre en place sur vos territoires sur ce sujet-là, bah, ils doivent prendre aussi en considération que bah, la santé mentale, il y a certes des définitions internationales, voilà, notamment l'OMS en a fait une, mais il y a aussi beaucoup de représentations derrière, des représentations qui peuvent parfois amener à de la stigmatisation, et c'est aussi pour ça que c'est important quand on veut travailler un sujet comme la santé mentale de se mettre d'accord déjà sur de quoi on parle. Et puis pour que vous puissiez comprendre aussi, quand je reparlerai des CLSM après, bah, pourquoi en fait les CLSM ont choisi aussi cette approche de la santé mentale. Donc la question qu'on pose souvent, c'est quand on dit santé mentale, à quoi on pense? Et voilà, très rapidement, on a très souvent plusieurs cas de figure. On a 2 cas de figure qui reviennent régulièrement. La santé mentale, c'est la psychiatrie. Donc il y a par exemple des personnes qui pensent que quand on parle de santé mentale, on va uniquement parler des pathologies psychiatriques, voilà, la schizophrénie, la dépression, les troubles bipolaires. Et donc beaucoup du coup ne se sentent pas concernés par ce sujet-là. Il y a aussi des personnes qui pensent que la santé mentale et la psychiatrie, ça n'a rien à voir, c'est 2 sujets différents, que voilà, la psychiatrie, on va traiter que des problématiques, et la santé mentale, voilà, on va parler du bien-être, et que les 2 s'opposent. Nous, ce qu'on propose plutôt comme cas de figure numéro 3, c'est de dire qu'en fait, la santé mentale englobe énormément de choses, énormément d'éléments. Elle englobe effectivement les questions de la psychiatrie, mais voilà, on a toujours tendance un peu à dire qu'on ne va pas tous être concernés par un trouble psychiatrique directement. Par contre, on peut être tous concernés par une problématique de santé mentale. Donc ça, c'est vraiment une vision qui est importante à avoir en tête, parce que pendant très longtemps, en France, mais pas que en France, on a eu cette vision globale qui n'était pas réservée qu'à la santé mentale, qui était aussi une vision pour la santé, où l'idée c'était de dire, si vous avez des troubles psychiques, c'est que vous n'allez pas bien, et donc du coup ça, voilà, ça ira, voilà, vous avez une pathologie, et puis on va s'occuper de vous. Puis si vous n'avez pas de troubles psychiques, on va pas trop se poser de questions, pourquoi vous n'avez pas de troubles psychiques. Ou alors dire, les gens n'ont pas de troubles et c'est pas grave. Et on a longtemps pensé que la santé mentale, c'était juste l'absence ou la présence de troubles psychiques. Sauf que il y a aussi voilà, plusieurs données qui sont arrivées entre-temps, où on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui n'avaient pas de maladie, qui n'avaient pas de troubles, et pourtant ils n'allaient pas bien.
Et ça, c'est le cas aussi dans les troubles, on va dire, physiques. Si vous avez mal au dos le matin, c'est pas forcément parce que vous avez une pathologie, vous avez peut-être un mauvais matelas ou vous n'avez pas fait vos étirements. Vous n'avez pas de trouble, mais vous n'allez pas bien. Donc vous allez vous retrouver dans cette petite case-là. Donc ça, c'est, ce qu'on présente, c'est ce qu'on appelle un peu le continuum de la santé mentale. L'idée, c'est que si vous voulez travailler, ou si vous voulez essayer d'impliquer des publics sur les sujets de santé mentale, bah, il va falloir à la fois s'intéresser, bah, aux gens qui vont bien, et qui n'ont pas de troubles psychiques et se poser la question, bah, qu'est-ce qui fait qu'ils vont bien? Et comment on peut essayer de maintenir effectivement ce bien-être. On va aussi se poser des questions bah, et essayer de travailler, auprès des personnes qui sont, voilà, comme ce petit bonhomme assis sur son lit, bah, qui ont des troubles psychiques, qui vont pas bien. Alors parfois, ils vont pas bien parce que leur trouble, n'est pas pris en charge, parce que leur trouble n'est pas stabilisé. Puis parfois, ils vont pas bien aussi, bah, parce qu'ils sont stigmatisés, ils sont rejetés, parce qu'ils ont pas de travail, parce qu'ils ont pas de lien social. Donc c'est aussi comment on travaille un peu cette question d'aider, ces personnes-là à être, intégrées, au sein de la société plus globalement, au-delà d'être, déjà bien soignées. Et puis, bah, on va aussi, comme je vous le disais, s'intéresser à toutes les personnes qui n'ont pas forcément de troubles psychiques, mais qui ne vont pas bien, suite à voilà, des situations, de stress, des situations impromptues, des contextes compliqués. Et puis enfin, le dernier petit bonhomme, une personne qui a des troubles psychiques mais qui va bien. Oui, c'est possible à partir du moment où on travaille justement avec cette approche un peu globale de la santé mentale, cette approche positive, cette approche où on va agir aussi un peu sur l'environnement de la personne et sur sa maladie. Et donc ce qui va peut-être lui permettre, voilà, de pas guérir parce qu'il y a beaucoup de troubles psychiques qui malheureusement sont des troubles chroniques, mais qui va lui permettre d'être, bah, rétabli et donc de pouvoir, avoir sa place, dans la société. Le PowerPoint, si je ne sais pas ce qui est prévu après, mais il pourra être transmis, hein. Justement, l'idée, c'est qu'on vous a mis aussi des liens un petit peu pour que vous puissiez avoir, des sources. Et encore pour terminer un peu sur cette approche de la santé mentale, nous, on travaille aussi beaucoup la question des déterminants de la santé et les CLSM justement, sont des outils, pour pouvoir travailler à partir de ces déterminants. C'est en gros ce qui influence notre santé mentale. Donc je le passe, assez rapidement. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous connaissent déjà un petit peu cette idée, mais l'idée, c'est de dire que, notre santé mentale, bah, et notre santé, elle est affectée par différents facteurs et que ce ne sont pas uniquement des facteurs individuels. Certes, vous avez des facteurs, génétiques, biologiques, voilà, et cetera. Mais vous avez aussi, des facteurs, bah, en lien avec votre logement, en lien avec votre, éducation, en lien avec votre, environnement de travail, en lien avec le niveau socio-économique, en lien avec l'environnement socio-économique dans lequel vous êtes, en lien avec différents contextes. Et donc tous ces facteurs-là, en fait, vont agir sur la santé mentale. Du coup, il paraîtrait un petit peu limité, de travailler uniquement la santé mentale, sur l'aspect individuel, comme vous pouvez le constater, puisqu'il y a de nombreux facteurs qui influencent et qui impactent notre santé mentale. J'ai pas remis les chiffres ici, mais il y avait une étude québécoise, qui commence à remonter un petit peu maintenant, mais qui avait fait une étude et qui avait montré que les déterminants, socio-économiques, les environnements de vie, contribuaient à eux seuls à presque 60 à 65 de la santé. C'est-à-dire qu'ils impactaient soit à 65 la santé. Donc c'est pour montrer aussi que ces déterminants, ils sont très importants et qu'encore une fois, ça va être important de travailler de façon globale. J'apporte quelques chiffres clés. Pareil, c'est des chiffres, vous pourrez retrouver dans le PowerPoint, puis je vais vous citer pour les chiffres Occitanie, bah, une ressource qui peut être intéressante. J'ai pas tout mis, hein, parce qu'on en aurait pour plusieurs heures. Mais là, l'idée, c'est de vous montrer pourquoi c'est un enjeu aujourd'hui, la santé mentale. Déjà parce que, bon, à l'échelle internationale, on dit qu'une personne sur 2 sera atteinte d'un trouble psychique au cours de sa vie. Alors ça pourrait être un trouble chronique ou un trouble passager. Mais voilà, ça veut dire que ça concerne quand même un certain nombre de personnes. Sur la question de la santé mentale en France, alors, les indicateurs pour la santé, mentale, on va dire des Français adultes, ils sont en train un peu de se stabiliser, suite à la crise sanitaire. On avait vu une forte dégradation des états de stress, des états de dépression, des problématiques de sommeil, des problématiques autour du suicide et cetera qui avaient fortement augmenté. Il y a des chiffres qui sont en train de se stabiliser et de revenir au niveau avant
la crise. Alors, ce qui ne veut pas dire que c'est des bons niveaux, c'était déjà des niveaux qui étaient inquiétants. Par contre, ce qui nous inquiète beaucoup plus aujourd'hui, c'est la santé mentale des enfants, des adolescents et des jeunes adultes qui, elles, continuent à se dégrader. Les indicateurs sont vraiment pas bons. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une attention et une focalisation particulière, notamment sur la question des tentatives de suicide et des suicides. Et voilà, pour faire le lien, la France, c'est un des pays qui voilà, observe un taux qui a un taux de suicide le plus important. On est à peu près à 9000 décès par suicide par an. Et pour terminer, en France, la santé mentale, c'est un des premiers postes de dépenses de l'assurance maladie. C'est en quelques milliards d'euros, hein, voilà. Et c'est aussi une des premières causes d'arrêt de travail. Alors pour les chiffres clés Occitanie, plutôt que de vous refaire une liste un peu à la Prévert de tout ce qu'il pourrait y avoir, je voulais vous proposer de vous informer que sur l'Occitanie, vous avez la chance d'avoir un observatoire régional santé mentale. C'est pas le cas dans toutes les régions. Et sur cet observatoire, vous avez pas mal d'informations et notamment alors vous avez des infographies, vous avez des documents qui sont assez accessibles et vous avez notamment une cartopsie qui est une cartographie qui vous permet, alors ça demande un petit peu de manipulation, mais qui quand même vous permet d'avoir pour chaque département d'Occitanie des informations, alors à la fois des informations très généralistes sur un peu la carte d'identité de votre département, et puis après quand vous sélectionnez sur le taux d'hospitalisation, sur les ressources, sur les suicides, etc., vous avez des données plus précises. Donc je vous ai mis le lien et vous pourrez aller voir sur internet. Et juste pour vous montrer aussi quelques chiffres, j'ai fait un focus par exemple sur le suicide en Occitanie. Alors voilà, sans rentrer dans le détail, mais juste pour vous montrer en termes de tentatives de suicide et d'hospitalisation pour tentative de suicide en Occitanie, on est un petit peu en dessous du taux national. Les tentatives de suicide seraient plutôt un acte qui serait plutôt majoritairement féminin. Voilà, ça vous donne un petit peu des détails assez précis, notamment sur le mode opératoire des tentatives de suicide, sur aussi les tranches d'âge. Là, on voit que les jeunes de 15 à 19 ans en Occitanie, ça représente le taux d'hospitalisation les plus élevés. Et puis voilà, et ça, c'est sur les mortalités par suicide. Et je voulais juste vous montrer que les chiffres aussi sont certes peut-être un peu moins importants qu'à l'échelle nationale, mais ils sont quand même assez inquiétants. Et on a toujours cette prévalence, enfin cette prédominance plutôt féminine sur la mortalité par suicide. Donc pardon, c'est le passage aux urgences, excusez-moi. Par contre, la mortalité est plutôt masculine. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est des infographies que vous pouvez retrouver sur l'Observatoire régional de la santé mentale. Et puis je termine très rapidement avant de passer la parole à Évangéline Bonnereau de l'ARS Occitanie qui va vous faire un point un peu plus précis sur comment justement les questions de santé mentale sont travaillées, notamment en lien avec les contrats locaux de santé. Juste dernier focus, parce que ça c'est aussi, ça vous concerne notamment dans le cadre de la politique de la ville. On parle beaucoup des inégalités et on dit toujours que il faut essayer de réduire ces inégalités, et notamment la question de santé. C'est important et je voulais juste faire un rappel parce qu'on a toujours un peu tendance à mélanger les inégalités de santé, les inégalités sociales de santé, les inégalités territoriales. Donc là, je vois pas mon écran, mais c'est pas très grave, je vais aller très très vite. Vous avez lu la petite phrase, là c'était juste pour vous montrer un exemple. Les inégalités de santé, c'est vraiment des différences de l'état de santé des individus, mais qui sont liées à des facteurs comme l'âge ou la génétique. Et donc par exemple, ça c'est un petit quiz, peut-être vous pouvez répondre dans le chat ou dans votre tête, mais voilà, les sont plus fréquentes chez les plus de 60 ans que chez les moins de 25 ans. Peut-être, Héloïse, si tu peux le dire à l'oral, ce que tu vois dans le chat, parce que moi, je vois pas le... Ouais, alors pour l'instant, personne n'a osé répondre à cette petite question. Qu'est-ce qui est plus fréquent en termes de maladies là, c'est maladie globale, hein, c'est pas maladie forcément en lien avec la santé mentale. Chez les plus de 60 ans, il y a une proposition pour les AVC. Mmh. C'est ça, premier coup. Ouais, maladies cardiovasculaires. Les maladies cardiovasculaires en général, ce sont les maladies elles sont plus fréquentes chez les plus de 65 ans, 60 ans que chez les moins de 25 ans.
Deuxième petit quiz, c'est les inégalités sociales de santé. Alors là, on n'est plus du tout sur l'aspect biologique ou génétique. Là, c'est vraiment une des différences dans l'état de santé des individus, mais qui sont issues des déterminants sociaux. Donc, par exemple, le niveau socio-économique, le niveau d'études, le genre, la question aussi de quelle politique publique en matière de santé sur le territoire, les comportements, les conditions de vie. Ça, c'est très, très lié, hein. Forcément, si vous vivez dans un contexte de vie compliqué, c'est beaucoup plus compliqué aussi d'avoir des comportements qui vont être des bons comportements entre guillemets par rapport à votre propre santé. Par contre, ce qui est très important, c'est de dire que ces inégalités sociales, contrairement aux inégalités de santé, elles sont évitables. Puisque du coup, on peut travailler sur les comportements, on peut faire de l'éducation pour la santé, on peut travailler sur les environnements de vie et les conditions de vie, on peut améliorer l'accès voilà, aux études, l'insertion professionnelle, on peut essayer d'améliorer voilà, l'environnement socio-économique d'un territoire. On peut avoir des politiques publiques qui vont dans le bon sens. Donc du coup, on peut essayer de réduire en tout cas ces inégalités sociales. Donc, pareil, petit quiz, les hommes les plus aisés vivent en moyenne combien d'années de plus que les hommes les moins aisés? On a 2 propositions, 5 Ouais. ans ou une dizaine d'années. Est-ce que quelqu'un veut tenter une troisième? 8 ans, une troisième proposition. Alors là, sur le chiffre, en tout cas, issu de l'INSEE, on est plutôt sur 13 ans. Voilà. Donc ce qui est assez important. Et enfin, pour terminer, les inégalités territoriales de santé. Donc là, on est vraiment sur les différences dans l'état de santé des individus, mais en lien avec les territoires. Donc, ça peut être lié au profil de territoire, milieux ruraux, milieux urbains, ça peut être lié à l'accès aux soins. On sait qu'il y a des territoires qui sont plus ou moins bien dotés, ça peut être lié voilà, à la présence de certaines infrastructures. Mais en général, ces inégalités, elles peuvent être à la fois liées je l'ai mis, qu'elles sont très fortement associées aux inégalités sociales, ça c'est clair. Elles sont aussi liées aux inégalités de santé tout court. C'est-à-dire que si vous êtes un territoire, moi j'habite en milieu rural, dans un territoire donc, plutôt dans le sud, mais de l'autre côté, et on a beaucoup de personnes âgées chez nous. Donc forcément, ça joue sur peut-être l'accès aux soins, ça joue sur le taux de mortalité de certaines pathologies, etc. Donc là, je vous ai juste montré très rapidement, alors oui, c'est l'Occitanie, on dirait, pour vous montrer par exemple un exemple d'inégalité territoriale sur votre territoire. Donc en fait en bleu, enfin les gros ronds c'est les grosses voilà, métropoles, grosses villes, et les couleurs en fait c'était pour montrer le taux de mortalité prématurée. Mortalité prématurée, c'est toutes les mortalités avant 65 ans, donc qui seraient potentiellement peut-être évitables puisque l'espérance de vie est autour de 80, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais je sais plus, c'est 86 pour les hommes et 91 pour les femmes. Enfin, ça a augmenté encore. En bleu, c'est les taux de mortalité prématurée qui sont plus bas que la moyenne nationale. Voilà, donc par exemple, à Toulouse, à Montpellier, il y a beaucoup moins de mortalité prématurée que par rapport à la moyenne, à la France entière. Par contre, en rouge, ce sont tous les territoires où le taux de mortalité prématurée est beaucoup plus élevé que la moyenne nationale. Voilà, ça c'était un petit focus sur les inégalités territoriales de santé. Et voilà, bon ça je passe parce que je vais laisser la parole à Évangéline, mais c'était juste pour montrer aussi quelques exemples d'inégalités en lien avec la santé mentale et pour montrer aussi que par exemple, effectivement, si vous êtes salarié ouvrier, en général vous sentez moins satisfait de votre vie, de votre vie que si vous étiez cadre, que si vous travaillez avec des horaires décalés, vous avez plus forte probabilité d'avoir une santé mentale dégradée. Et puis, je voulais montrer que c'était aussi dans les deux sens. C'est que, par exemple, ça, c'est un chiffre aussi intéressant, enfin une donnée intéressante, c'est les personnes titulaires d'un master sont plus à risque de développer un trouble anxieux, par exemple, que les personnes qui ont le bac ou moins que le bac. Donc, on voit qu'il y a peut-être aussi des difficultés et des troubles qui pourraient être aussi associés en fonction, encore une fois, de l'environnement, etc. Je passe la parole à Évangéline et j'arrête mon partage. Merci Sonia pour cette introduction. Bonjour à toutes et tous. Je suis Évangéline Bonnereau, je suis référente des contrats locaux de santé et des conseils locaux de santé mentale à l'ARS Occitanie. Donc, je vais vous partager le document.
que vous le voyez ou pas? On voit très bien, oui. Alors, on a un petit film d'animation. Je vous ai mis la référence sur YouTube qui présente ce qu'est un contrat local de santé. Donc, je vais vous en dire deux mots. Parce que parmi vous, il y a des chargés de projet politique de la ville, également donc des coordinateurs CLS. Donc, les coordinateurs CLS, je m'excuse d'avance que vous connaissez par cœur votre outil. Mais donc là, je m'adresse plus aux chargés de projet politique de la ville. Donc, un contrat local de santé, c'est un contrat donc, entre l'ARS Occitanie et une collectivité territoriale, donc une ville, hein, mais c'est plus souvent une intercommunalité ou une association d'intercommunalité comme un pays. Donc, une signature, donc je l'ai dit, entre l'ARS qui souhaite décliner son projet régional de santé et l'engagement d'une collectivité territoriale de développer des actions de santé sur leur territoire pour améliorer la santé de leurs habitants. Donc là, vous avez le petit smiley en bleu qui représente cet engagement commun sur des objectifs communs de santé. Avec le smiley en bleu, c'est l'axe santé mentale dans la zone bleu foncé du CLS. C'est un contrat signé pour 5 ans. La loi fondatrice, donc c'est la loi de 2009. Dans la loi, le premier objectif, c'est la réduction des inégalités territoriales et sociales de santé. On vient d'en parler juste avant. Et la loi axe sur la promotion de la santé, la prévention, les politiques de soins et l'accompagnement médico-social. Dans le slide suivant, je vais vous parler des axes portés par la politique régionale Occitanie, qui est un petit peu plus large dans le cadre de nos exigences sur les thématiques. Ça a été repris donc, dans le Code de la santé publique. Et concernant la santé mentale, ce qui est important de retenir, c'est que depuis février 2022, la loi impose qu'il y ait un axe santé mentale dans chaque CLS. Et quand on parle de santé mentale, on est sur un champ très large. Voilà, et évidemment, on n'est pas que sur la psychiatrie, et on l'a vu avec Sonia. Donc, les 4 socles obligatoires du CLS, donc là, je parle de la politique régionale ARS Occitanie, hein, et non pas du cadre législatif. Donc, prévention, promotion de la santé, accès aux soins, notamment des plus précaires, la santé environnementale et la santé mentale dans un champ large. Et nous, on souhaite, quand on signe des contrats locaux de santé avec les collectivités, qu'ils s'engagent à mettre en place un conseil local de santé mentale et qui, dans le cadre des CLS, est la gouvernance de l'axe santé mentale du CLS. Alors, quelle méthodologie pour mettre en place un contrat local de santé? On part d'abord d'un diagnostic local partagé. Un gros travail qui est mis en place par les coordinatrices. Je dis coordinatrices, c'est beaucoup de femmes sur les territoires. Nous, on finance des profils santé, mais qui sont plutôt des documents quantitatifs, et tout le travail qualitatif est porté par la collectivité. Une feuille de route est mise en place avec les objectifs stratégiques et opérationnels, et dans le cadre de groupes de travail, de concertation, avec une gouvernance qui diffère d'un territoire à l'autre. Et dans le cadre de cette programmation concertée, aboutit à une signature donc, pour un travail sur 5 ans, pour aboutir à des actions concrètes, évidemment. Alors, le questionnement aujourd'hui, c'était de se dire quelle place de la santé dans le cadre juridique des contrats de ville. Alors, jusqu'en 2014, donc dans le cadre des contrats urbains de cohésion sociale pour les plus âgés, la santé, elle constituait un des 5 champs prioritaires. D'accord, dans la circulaire du 5 décembre 2014, on nous a mis la référence. Donc ça, c'était un bon signal. Et à partir de 2015, la santé n'était plus un champ prioritaire. Donc, 3 piliers structurent les contrats de ville de 2015 à 2023, à savoir la cohésion sociale, donc cohésion sociale, cadre de vie, cohésion sociale, cadre de vie, renouvellement urbain, et le développement économique, emploi. Et donc la santé
Elle fait partie du pilier cohésion sociale, fragilisant peut-être la visibilité des questions de santé, ainsi que le déploiement d'actions de santé. Et la nouvelle circulaire du 31 août 2023 ne mentionne pas une seule fois le terme santé ni le terme contrats locaux de santé. Ce qui était le cas, en fait, jusqu'en 2014, où il y avait un travail entre le ministère de la Ville et le ministère de la Santé, en tout cas plus affiché. De 2024 à 2030, les nouvelles générations de contrats de ville se construisent à partir de consultations citoyennes. Donc, soit les questions de santé sont soulevées et inscrites au cœur de la structuration du futur contrat de ville, donc vous étiez en plein dedans il y a quelques mois, soit elles sont relayées en deuxième plan, comme de 2015 à 2023 aux sorties du radar. Et l'articulation entre la santé et la politique de la ville, elle n'est pas encore au cœur des préoccupations nationales et de l'ensemble des modes d'organisation locaux. Et le chemin, il semble encore long pour que la santé et la santé mentale soient un enjeu fort de l'ensemble des contrats de ville, bien que, donc ça c'est dans le cadre juridique, dans les faits et dans le travail sur les terrains, on se rend compte que la santé prend de plus en plus de place et que les élus aussi sont de plus en plus sensibles à ces thématiques. Et ça se traduit notamment aussi d'actions concrètes santé dans le cadre des contrats de ville. Alors, quelle articulation entre CLS et contrat de ville? Alors là, ce sont des chiffres de décembre 2023. On a plus de contrats aujourd'hui signés, plus en préfiguration, mais là, je me suis basée sur ceux de fin 2023. Donc, 33 contrats locaux de santé, 12 en préfiguration, 37 contrats de ville. Alors, pareil, c'était avant la nouvelle circulaire des nouveaux périmètres. Donc, vous étonnez pas s'il n'y a pas exactement le bon chiffre par rapport à 2024. 37 contrats de ville qui identifient 105 quartiers. Donc, 62% des contrats de ville se situent sur un territoire CLS. Donc, le pourcentage est en augmentation, d'où la nécessité de travailler ensemble. Donc, les chefs de projet politique de la ville et bien sûr les coordinatrices CLS. Je vous ai mis le lien du site de l'ARS Occitanie. Vous pouvez retrouver les contrats locaux de santé, la carte régionale CLS, les contacts des coordinateurs CLS et des référents CLS en délégation départementale ARS. Alors, cette carte superpose la carte des CLS. Donc, en vert, ce sont les CLS signés. En orange, les CLS en préfiguration. Et les zones assurées, les quartiers politiques de la ville en décembre 2023. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a encore beaucoup de territoires prioritaires non couverts par des CLS. Néanmoins, il y a des territoires politiques de la ville qui vont accueillir des contrats locaux de santé qui sont dans les tuyaux. En tout cas, c'est une de nos priorités. Et là, ce qu'on voit également, c'est tout le littoral concernant des quartiers, enfin des territoires politiques de la ville non couverts par des CLS. Alors, je vous ai fait un petit schéma pour voir un petit peu comment on peut penser cette articulation. Donc, le contrat local de santé, on l'a dit, c'est à l'échelle d'une ville, d'une intercommunalité ou d'un pays, donc une association de plusieurs intercommunalités. Et le contrat de ville, on est à l'échelle d'un quartier. Donc, sur ce schéma, on a deux échelles différentes. Et en termes de thématiques, on a des champs différents. Évidemment, le contrat local de santé, on est sur la santé globale. Et le contrat de ville, on est sur plein de champs et plein de thématiques différentes. Ce que vous voyez donc la bulle jaune, c'est donc la bulle santé mentale, donc qui est l'axe santé mentale. On a dit c'est un axe obligatoire maintenant dans la loi pour les CLS, mais la santé mentale, elle est aussi travaillée dans les contrats de ville, en tout cas certains contrats de ville, notamment à travers l'atelier santé-ville. Donc l'étoile que vous voyez, ce serait donc le conseil local de santé mentale, donc des personnes qui se réunissent pour travailler l'axe santé mentale valorisé dans le cadre du CLS. Et la petite bulle verte dans l'étoile, ce serait l'atelier santé-ville, c'est-à-dire qu'une action santé mentale dans le cadre d'un contrat de ville peut être valorisée par le conseil local de santé mentale et du coup dans le contrat local de santé. Voilà.
ce qui nous amène à travailler ensemble et à réfléchir à des partenariats, on y viendra après, sur comment ça se concrétise sur le terrain, ce travail entre les coordinatrices CLS et les chefs de projet Contrat-Ville. Et je m'arrête là et je reprendrai la parole après. Merci beaucoup. Alors, est-ce que je ne vois pas de questions spécifiques dans le chat? On peut prendre 2 minutes pour vous laisser le temps d'écrire s'il y a déjà des questions qui se posent. Et puis, si vraiment il n'y a pas de questions, on va poursuivre avec donc Sonia et la présentation de ce que c'est que l'outil CLSM. J'attends 2 minutes au cas où il y en a qui sont sur leur clavier en train d'écrire leurs questions. Apparemment, vous pouvez aussi lever la main. Donc, si jamais, je vois personne en train d'écrire, c'est pour ça que je me permets d'interrompre. Si jamais vous avez une question, vous pouvez aussi lever la main et puis à ce moment-là, on vient et on répond à la question sur le moment. Sonia, je te redonne la parole. Ça marche, merci. Ok. Du coup, tout à l'heure, je disais que voilà, toutes ces questions de santé mentale, et Evangeline, elle a reposé un peu aussi des éléments de cadre, notamment à l'échelle nationale et à l'échelle régionale. Les cadres et les recommandations, c'est hyper important parce que c'est ce qui légitime et justifie aussi pourquoi vous voulez travailler ce sujet de la santé mentale, pourquoi vous voulez le travailler de cette façon-là. Et nous, on est souvent à devoir des fois justifier, prouver, montrer que voilà, c'est pas juste une idée en l'air, c'est pas juste une lubie, c'est pas juste on a lu un truc dans un journal. C'est vraiment il y a des cadres qui existent aujourd'hui et qui sont très importants à connaître. Et ça permettra aussi de légitimer, encore une fois, tout ce que vous pouvez mettre en place autour de la santé mentale. Donc, c'est pour ça que c'est important de les avoir en tête. Cette façon de présenter la santé mentale et comment ça doit être travaillé au sein des territoires à travers les CLSM, à travers les CLS, etc. C'est vraiment des recommandations, alors qui sont à la fois internationales, hein, donc l'Organisation mondiale de la santé elle a prolongé son plan global pour la santé mentale jusqu'en 2030, et bon, ça sera forcément renouvelé. Mais voilà, il se base aussi, voilà, il préconise aussi des recommandations très très fortes sur comment agir aujourd'hui sur ces questions-là, et notamment, bah voilà, il propose d'agir sur les politiques de santé publique. Il propose aussi de transformer un petit peu ce qui existe déjà, de davantage travailler la question de la promotion, la protection des droits humains, de pouvoir aussi essayer de travailler la question effectivement des cadres, voilà, d'avoir peut-être des législations qui voilà, encadrent un peu plus ces questions-là. Et l'OMS aussi préconise vraiment une réforme un peu globale pour pouvoir protéger la population et pour pouvoir essayer de promouvoir une santé mentale pour toutes les personnes. Et que tous et toutes puissent avoir accès aux soins, accès à de l'écoute, accès à de l'entraide, à de la solidarité. Le plan, enfin la feuille de route du gouvernement santé mentale et psychiatrie a aussi proposé, je ne sais plus si je l'avais défini là, mais a aussi proposé énormément de recommandations, et notamment développer les conseils locaux de santé mentale pour pouvoir travailler au sein des territoires et notamment au sein des collectivités. Et puis le Haut Conseil de la santé publique, qui est quand même une instance assez reconnue, préconise aussi vraiment l'implication des collectivités et l'implication des territoires dans cette approche de la santé mentale, dans cette approche globale, et de ne pas se centrer, même si c'est une grosse préoccupation aujourd'hui, uniquement sur par exemple la désertification médicale, sur le manque de ressources. Il y a encore pas si longtemps que ça, voilà, avec des élus locaux et des psychiatres, en fait, tout le monde disait: «Mais en fait, c'est pas qu'on n'a pas de moyens, on a des postes, on a ce qu'il faut, c'est juste qu'ils sont pas pourvus». Donc en fait, c'est aussi, encore une fois, se dire comment on peut agir à différents niveaux. Et ça, pour
mais je vous le dirai après. Je vais vous donner un petit exemple de pourquoi en fait c'est compliqué aussi aujourd'hui en la psychiatrie. Donc voilà, donc ces recommandations-là, elles viennent pas de nulle part. Le texte fondateur, pour certains, vous la connaissez, c'est la Charte d'Ottawa en 1986, qui vraiment dit que pour pouvoir améliorer la santé d'une population, eh ben, il faut travailler la question politique, il faut travailler la question de développer les aptitudes individuelles, il faut essayer de réorganiser les services de santé et il faut davantage aussi impliquer les citoyens voilà, dans ces actions-là. Donc nous, pour mettre en pratique ces recommandations, depuis un certain nombre d'années au CCEMS, on a développé en fait cette démarche, qu'on appelle ça une démarche, c'est les conseils locaux de santé mentale, qui nous semble être un outil intéressant en tout cas pour travailler ça. L'idée, c'est pas de vous dire que les CLSM sont le seul outil. Bien sûr, il y a plein d'outils qui existent et on pourra encore une fois faire le lien, notamment avec ce que va vous présenter Évangéline après, sur comment ça s'articule aussi dans le cadre des contrats locaux de santé. Nous, l'idée, c'est pas de dire qu'il y a que le CLSM et puis le reste, ça marche pas. C'est de dire que c'est un outil parmi les autres. Donc nous, on va vous présenter pourquoi pour nous, ça semble être un outil intéressant. Donc un conseil local de santé mentale, c'est vraiment une démarche, hein. C'est un outil, c'est pas une structure, c'est pas un dispositif, c'est pas une association de loi 1901. C'est des gens sur un territoire qui se disent bah tiens, on travaille chacun un peu dans notre coin, l'élu local qui est confronté à des situations difficiles, les soignants en psychiatrie, bah voilà, qui sont uniquement dans leur partie hospitalière et soignante, les associations voilà dans la ville qui se disent bah voilà, nous on accueille des gens, on les accompagne sur le plan social, sur le plan du logement, sur le plan du travail, mais on est un peu limité. Et c'est des gens qui se disent, bah, en fait, si on essayait de travailler tous ensemble, si on s'articulait pour avoir une sorte de cohérence dans nos actions, et essayer d'avoir une action qui ait du poids sur notre territoire. Donc l'idée du conseil local de santé mentale, pour nous, c'est vraiment d'avoir à la fois une base, un noyau dur, qui pour nous doit être un élu local, la psychiatrie publique, les usagers, les aidants, et que ce noyau dur, en fait, il soit accompagné par tous les acteurs qui bah, ont un intérêt à agir sur ces questions-là. Donc ça peut être des acteurs du social, de la solidarité, de l'éducation, de l'emploi, du logement, de la vie économique, de la culture, du sport. Voilà, donc c'est à la fois des structures publiques, des structures privées, semi-privées. Vraiment, tous les acteurs peuvent faire partie d'un conseil local de santé mentale. Parce que son objectif, c'est vraiment voilà, d'essayer de définir une stratégie et une action à l'échelle locale pour pouvoir bah, promouvoir la santé mentale et dans la mesure du possible, prévenir les troubles psychiques. Et je le remets là, on en remet encore une fois une couche, mais pour nous, un conseil local de santé mentale, c'est pas qu'un outil, c'est aussi une philosophie. Et cette philosophie, bah, c'est vraiment essayer de travailler la question du pouvoir d'agir, de ce qu'on appelle l'empowerment, c'est essayer de faire en sorte que les gens bah, puissent voilà, avoir tous les outils pour prendre soin de leur santé mentale, pour aider peut-être d'autres personnes. On est vraiment dans cette approche globale, positive, et puis aussi dans une approche transversale. Nous, ce qui est intéressant, c'est que les CLSM, ils permettent aussi bah, voilà, de décloisonner, de justement arrêter de faire en sorte que chacun travaille dans son coin et se retrouve un peu tout seul et un peu limité face à des situations compliquées, et puisse travailler tous ensemble. Donc ça, pour nous, c'est un peu les 5 grandes missions d'un conseil local de santé mentale. C'est lutter contre la stigmatisation, c'est promouvoir la santé mentale, prévenir les troubles psychiques, l'insertion sociale, l'autonomie, la citoyenneté, et puis aussi travailler les questions d'accès aux soins et la continuité des soins. Juste pour rappel, pour l'instant, actuellement, le texte on va dire, législatif qui vraiment cadre les conseils locaux de santé mentale, c'est une instruction de 2016 qui voilà, encourage le développement des conseils locaux de santé mentale et qui notamment a un axe très politique de la ville, puisque du coup, dans cette instruction, il y a vraiment un focus sur voilà, essayer d'encourager le développement des conseils locaux de santé mentale dans les quartiers politiques de la ville, en tout cas dans les territoires qui couvrent des QPV. Ça, c'est juste pour vous montrer un peu l'état des lieux actuels en 2024. Alors, la cartographie de droite n'est pas du tout à jour, mais c'est juste pour illustrer. Mais on est actuellement à peu près à 276 CLSM actifs. Il y en a 125 en projet. Et nous, on est sollicité peut-être presque toutes les semaines par des territoires qui veulent monter des projets de CLSM. Ça, c'est juste pour que vous puissiez montrer un peu l'évolution en une quinzaine d'années. Voilà, il y a vraiment un développement et il y a vraiment un intérêt à essayer de développer ça. Alors Évangéline, j'espère que tu m'excuseras de à la fois avoir piqué
une de tes petites cartes, mais aussi de dire que cette carte n'est pas tout à fait à jour, mais c'est pour que vous ayez un peu aussi un aspect visuel. Il y a des projets qui sont en cours sur d'autres territoires et des CLSM qui sont en train de devenir actifs, notamment je pensais au CLSM de Nîmes qui est là pas représenté. C'est juste pour dire qu'actuellement la région Occitanie, c'est une des régions où il y a une des régions en France où il y a le plus de CLSM. Il y a 27 CLSM actifs et 16 CLSM en projet. Et c'est une région qui est assez dynamique, encore une fois, sur ces questions de développement de CLSM. On est en train de faire une grosse mise à jour de notre base de données et on voit que ça bouge beaucoup et que ça évolue beaucoup. Et comme vous pouvez le constater, on a beaucoup de territoires intercommunaux, agglomérations. Et ça, je vous le présenterai quand je vais vous présenter un peu le schéma type d'un CLSM. Un CLSM, alors comment ça fonctionne? Parce que je vous dis, c'est pas un dispositif, c'est pas une association, etc. Mais il y a quand même un fonctionnement que nous, on recommande pour pouvoir faire en sorte que ça fonctionne bien et que ça réponde bien à l'objectif fixé au départ. Donc, il y a pour nous 3 instances essentielles. Il y a un comité de pilotage. Donc, le comité de pilotage, c'est un comité qui va permettre de définir un peu quelles sont les priorités d'action. Quels sont les axes importants à travailler. En général, il va se baser sur un diagnostic. Donc, le diagnostic, c'est vrai que ça va être un diagnostic réalisé, alors soit par exemple par le contrat local de santé, ça peut être des diagnostics qui sont réalisés à d'autres échelles par d'autres personnes. Mais l'idée, c'est voilà, de partir d'un diagnostic, on définit une stratégie. On va, pour mettre en opérationnel cette stratégie, développer des groupes de travail thématiques. Donc là, on vous a mis quelques exemples, par exemple, de groupes thématiques sur la santé mentale des adolescents, un groupe sur le logement, un groupe sur l'emploi, les loisirs, la citoyenneté. Et donc après, les acteurs qui veulent s'inscrire dans ce groupe thématique et qui veulent participer et mettre en place des actions concrètes, et voilà, ils vont pouvoir le faire à travers ces groupes-là. Quand je parle d'action, je parle aussi, on a toujours un peu tendance à penser que les actions, c'est uniquement, je sais pas, une sensibilisation dans une école ou auprès d'un certain public. Les actions, elles peuvent prendre plein de formes différentes, et on pourra peut-être le voir par la suite, mais je vais vous présenter quelques exemples. Ça peut être aussi des changements de pratique, une action d'un CLSM. Ça peut être des changements de processus entre certains partenaires, entre certains acteurs. Et puis la troisième instance, qui est pour nous une instance importante, c'est l'assemblée plénière. Alors c'est un peu, on va dire l'assemblée générale du CLSM, mais l'idée c'est que le CLSM, pour nous, c'est un outil citoyen avant tout, qui doit pouvoir accueillir aussi tous les citoyens qui souhaitent s'investir sur les questions de santé mentale. Et l'assemblée plénière, c'est un peu le moment dans l'année où toutes les personnes peuvent venir à la fois pour découvrir un peu les actions du CLSM et puis parfois sur l'assemblée plénière, ça va être l'occasion de faire aussi du diagnostic, de promouvoir peut-être une thématique en particulier. Et en général, les assemblées plénières sont ouvertes à tous les acteurs du territoire, qu'on soit professionnels, habitants, voilà. Juste rapidement, pour vous montrer, tout à l'heure, je vous parlais d'un noyau dur. Ça, c'est pour vous montrer que dans un CLSM, les acteurs, en fait, sont très actifs. On avait fait un état des lieux pour savoir si, effectivement, est-ce que la psychiatrie publique, on sait que c'est un peu difficile en ce moment, mais est-ce qu'ils sont vraiment impliqués dans les CLSM? Comme vous pouvez le constater, à 96%, oui, ils sont impliqués, voire très impliqués à presque 80%. On a les populations, le public des aidants, les aidants familiaux, les aidants professionnels qui sont aussi très impliqués quand on a des CLSM. Voilà, ils sont très présents aussi au sein de ces dispositifs. On a les élus locaux. Donc nous, on dit que pour nous, dans un CLSM, ce qui est important, c'est que c'est un outil qui va être stratégique, qui va être aussi politique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, si l'idée, c'est d'essayer d'agir sur les politiques locales en matière d'éducation, en matière de jeunesse, en matière d'emploi, etc., il faut que les élus y soient impliqués parce que c'est les élus aussi qui ont du pouvoir par rapport à ces politiques-là. Donc, comme vous pouvez le constater, on est sur des implications qui sont très fortes et très importantes. Et on a aussi la chance, nous, au niveau du Centre national, de travailler de façon très, très proche avec des grandes associations d'élus locaux pour justement pouvoir aussi avoir une force de frappe un peu à l'échelle nationale. Et pour terminer, ça fait partie aussi de la philosophie des CLSM, d'être vraiment, encore une fois, dans cette approche où tout le monde doit être impliqué. Et dans l'approche communautaire, c'est aussi les personnes concernées. Donc les personnes concernées, c'est tout le monde, c'est voilà, vous et moi. Et c'est d'autant plus les personnes qui sont concernées par des troubles psychiques.
et qui sont souvent voilà, exclus de la société ou stigmatisés. Et l'idée, c'est que dans un CLSM, elles puissent être présentes. Donc là, on voit que concrètement, c'est plutôt positif. On a presque 70% des CLSM qui ont des personnes concernées par des troubles psychiques qui sont impliquées, mais c'est pas encore le cas partout. Là, pour vous montrer, c'était un exemple de tous les groupes thématiques. Alors, on n'a pas tout mis, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais juste pour vous montrer que, bah, voilà, dans un conseil local de santé mentale, vous pouvez vraiment avoir des petits groupes qui vont être très spécifiques. C'est encore une fois, ça peut être sur la périnatalité, ça peut être sur les addictions, ça peut être sur la santé mentale des personnes âgées. Nous, ce qu'on constate en tout cas, c'est que depuis de nombreuses années, les 3 groupes thématiques qui sont très souvent dans le top 5 de ces groupes thématiques, c'est les groupes autour du logement. C'est les groupes autour de la sensibilisation sur la santé mentale, notamment à travers les semaines d'information en santé mentale, qui est un événement qui a lieu au mois d'octobre et qui fait la promotion de la santé mentale. Et puis, c'est aussi des groupes de travail sur les cellules de cas complexes. Donc ça, c'est un sujet qu'on pourra aborder éventuellement dans les échanges et les questions, parce que c'est un sujet qu'on retrouve beaucoup, notamment dans le cadre de la politique de la ville. Et c'est un sujet qui est assez sensible, puisque nous, l'idée, c'est justement de pouvoir dire qu'un CLSM ne doit pas travailler uniquement que sur des problématiques complexes et n'est pas là pour répondre aux difficultés du territoire voilà, face à des personnes en difficulté. Il contribue à répondre, à trouver des réponses, mais ce n'est pas la seule instance qui doit pouvoir travailler ce sujet-là. Voilà, donc ça, c'était voilà, des exemples d'actions qui sont faites au niveau des CLSM. Donc, un CLSM, il peut mettre en place des formations, sensibiliser des professionnels. Alors aujourd'hui, il va y avoir des exemples présentés là après nos présentations. Il y a beaucoup de formations autour des premiers secours en santé mentale, mais il y a aussi voilà, des CLSM qui ont mis en place des formations de parents sur les compétences psychosociales, qui ont fait des formations à l'entretien postnatal pour les professionnels qui sont en contact avec des mamans. Ça peut être aussi sensibiliser les professionnels sur des dispositifs qui sont en place au sein de la ville, comme c'était le cas à Lille pour le guichet unique sur les adolescents. Ça peut être aussi des accompagnements et des prises en charge, les actions des CLSM. Voilà, ça peut être mettre en place des partenariats entre des associations et la ville pour favoriser l'accès au logement. Ça peut être mettre en place, comme c'est le cas à Amiens, d'un dispositif qui est là pour le coup spécifique au quartier politique de la ville. C'est une possibilité pour les habitants d'avoir gratuitement accès à des entretiens psychologiques. C'est des groupes, voilà, des créations de groupes d'entraide pour les parents. C'est voilà, des créations d'ateliers d'ergothérapie gratuits. Voilà, plein d'exemples. Et puis bien sûr, voilà, ce qu'on connaît des fois, ce qui est un peu le plus visible, c'est tout ce qui va être sensibilisation grand public. Donc ça peut être des camions itinérants qui vont voilà, c'était le cas sur Toulouse, qui vont sensibiliser le grand public sur la santé mentale. Ça va être le déploiement de campagnes 31-14, où par exemple, dans ce cadre-là, la ville de Bordeaux a financé gratuitement pendant 3 mois l'affichage de la campagne sur les bus, dans les arrêts de bus, etc. Donc voilà, c'est beaucoup de types d'actions. Alors, bien sûr, les CLSM, ils ne sont pas tout seuls. On l'a vu. Et puis, voilà, Évangéline vous a présenté aussi comment en Occitanie, les CLSM étaient articulés avec les contrats locaux de santé, pardon. Mais ils ne s'articulent pas qu'avec ça. Donc là, c'était juste pareil, un petit quiz. Vous n'êtes pas obligé de répondre parce que c'est un peu dur l'après-midi, mais les PTSM, les CLSPD, les ASV, les CPTS, les DAC, bon, je pense que vous en connaissez certains, mais pas tous. Et puis, j'ai pas tout mis, pareil. Mais l'idée, c'était aussi de s'interroger sur comment on travaille tous ensemble et comment on essaye de faire en sorte que sur un territoire, on évite l'empilement et on évite effectivement cet effet millefeuille et qu'on est là avec chacun nos missions un peu spécifiques. Et le CLSM, voilà, il a des missions spécifiques. Donc, je vous donne la réponse, puis vous pourrez regarder quand vous aurez le PowerPoint si vous aviez des doutes. Mais ça, c'est le quiz à faire à l'apéro ce soir, par exemple. Nous, on avait fait un état des lieux. Dans l'état des lieux, on avait posé la question, les conseils locaux de santé mentale, avec qui ils articulent. Et on a constaté, alors que globalement, ils s'articulaient avec aujourd'hui ce qu'on appelle les PTSM, les projets territoriaux de santé mentale. Donc, chaque département en France maintenant a un PTSM. Donc, c'est un projet territorial qui est porté par l'Agence régionale de santé et les acteurs du territoire, et donc qui permet d'avoir une stratégie, vraiment une orientation au niveau du département sur les questions de santé mentale. Donc, les PTSM sont arrivés assez récemment, et du coup, dans ce cadre-là, les CLSM ont été impliqués dans la constitution des PTSM, et ils ont aussi
ils ont aussi pu donner leur avis sur la construction de ce projet-là. Et donc, forcément, l'articulation est très, très forte. Globalement, les CLSM s'articulent avec les contrats locaux de santé. Alors, ce que vous avez présenté, Evangeline, c'est spécifique à certaines régions de France, comme l'Occitanie et d'autres régions. Il y a d'autres régions où ça ne se passe pas forcément comme ça. C'est-à-dire que parfois, les contrats locaux de santé, les CLSM, sont distincts et ne sont pas forcément articulés de façon aussi forte. Et c'est pour ça que cette question, elle est quand même très importante, parce qu'on voit que globalement, il y a quand même une articulation importante, quel que soit le modèle qui est proposé au niveau régional. Et assez rapidement, juste pour vous montrer que avec les ateliers santé-ville, alors oui, il y a de l'articulation, mais vous pouvez constater que il y a aussi de moins en moins d'ateliers santé-ville dans les territoires et dans les territoires politiques de la ville. Ça, c'est aussi une autre question, donc c'est plus compliqué de s'articuler si ça n'existe pas. Et un dernier point, et ça c'est un chiffre qui nous avait assez surprise, l'articulation quand même qui revient assez fortement avec les CLSPD. Alors pourquoi ça nous a surprise? Parce qu'on n'avait pas forcément ce sujet-là en tête, ça revenait pas forcément dans les questionnements, bien que le lien entre santé mentale et sécurité revient régulièrement, mais on n'était pas forcément bien au fait de cette articulation, et en fait on constate que si, il y a une articulation qui est très, très forte, et on va avoir des exemples par la suite. Et voilà, ça c'était juste pour faire un petit focus effectivement sur les conseils locaux de santé mentale, sur les ateliers santé-ville et sur les territoires QPV. On a quand même 83% des CLSM en France qui couvrent au moins à minima un QPV. Donc ce qui permet déjà au QPV de se dire, voilà, on a une démarche santé mentale sur notre territoire. Par contre, nous, on se posait la question, est-ce qu'ils font des choses spécifiques, ces CLSM, sur les QPV? On a 60% des CLSM qui disent avoir des actions spécifiques. Et on va avoir un exemple après. Donc voilà, c'est plutôt un chiffre encourageant qui est quand même aussi à mettre en regard de ce que vous a dit Evangeline juste avant sur la question de la place de la santé et de la santé mentale dans les contrats de ville. Et clairement, voilà, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été présenté. C'est clairement absent et très, très questionnant. Ça pose aussi la question des ateliers santé-ville qui sont plutôt en train de disparaître. Voilà, c'est très rare aujourd'hui d'avoir des territoires qui mettent en place des ateliers santé-ville, c'est plutôt l'inverse. Donc ça questionne aussi comment on prend en charge correctement ces questions de santé et de santé mentale dans les territoires politiques de la ville, et comment les acteurs peuvent faire s'ils n'ont pas les outils. Je termine, je vais très très vite. Voilà, c'était juste pour montrer au niveau des CLSM comment ils sont financés. Alors peut-être juste rapidement, c'est vraiment un chiffre à l'échelle nationale, hein. En général, un CLSM, il n'a pas qu'un seul financeur. Ça peut arriver. On a des CLSM, par exemple, qui sont financés que par l'hôpital. C'est le cas, par exemple, celui de Limoges, voilà, pour donner un exemple récent. Mais la majorité des CLSM, ils ont un financement à la fois de l'agence régionale de santé et de la collectivité. Et après, parfois, ils ont des financements qui sont complémentaires. On a quelques CLSM dont les postes de coordination, puisqu'il y a des coordinateurs qui coordonnent ces CLSM, ils sont financés par la politique de la ville. Et puis, il y a des CLSM qui, du coup, dans le cadre de la politique de la ville et dans le cadre des appels à projets, demandent des financements pour mettre en place des actions. Voilà, donc ça c'était juste pour montrer quelques chiffres, que voilà, majoritairement c'est l'ARS et la collectivité qui financent. Et puis peut-être pour passer très rapidement, on nous pose toujours beaucoup de questions sur les CLSM, donc pour vous montrer un peu ce qui est posé principalement. Alors ça c'est une question peut-être que vous êtes posée parce que on ne comprend pas, il y a des CLSM, mais il y a aussi des contrats locaux de santé, mais alors qui maintenant doivent avoir un axe santé mentale. Mais alors du coup là l'Occitanie c'est un CLSM, mais du coup il y a des CLS qui n'ont pas de CLSM, mais ils ont un axe santé. Bon, en fait c'est le bazar. Nous, ce qui est important, encore une fois, je vous le dis, c'est que peu importe le modèle, tant qu'on s'intéresse à la santé mentale. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'avoir un CLSM qui soit inscrit au sein d'un CLSM, comme c'est le cas dans votre région, ou qui soit non inscrit dans le CLS, mais qui s'articule avec le CLS, pour nous, c'est une force de frappe. J'aime bien ce terme-là parce que, en fait, oui, on peut travailler la santé mentale de plein de façons différentes, mais au regard des enjeux actuels, au regard des chiffres
au regard des contextes qui sont quand même assez compliqués en termes de contexte géopolitique, économique, les contextes sanitaires, bon voilà, on a un exemple assez récent, les contextes environnementaux, écologiques. On a quand même une situation actuellement au sein de l'humanité qui est problématique, et on voit les chiffres qui sont quand même en train d'évoluer défavorablement, et pas qu'en France. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que l'avantage d'avoir un CLSM, c'est qu'on a une force de frappe qui est à la hauteur des enjeux. On peut mobiliser aussi peut-être des acteurs supplémentaires, notamment les élus locaux, la psychiatrie publique, même si les contrats locaux de santé essayent de les impliquer le plus possible. C'est pas toujours évident, et parfois le fait d'avoir un CLSM, ça permet de les impliquer plus facilement. Ça permet aussi de travailler les questions autour de la stigmatisation, de la discrimination. Alors, ça ne veut pas dire que, encore une fois, c'est pas travaillé globalement, mais quand vous avez des personnes concernées par des troubles psychiques qui vous racontent un petit peu ce qu'elles vivent au quotidien, et quand vous connaissez l'histoire de la maladie mentale, de la psychiatrie, etc., on sait que la santé mentale, c'est encore une fois quelque chose qui est très fortement stigmatisé, et le fait d'avoir un CLSM, ça permet aussi de travailler, d'apporter peut-être plus d'actions, plus de moyens pour travailler sur ces questions, et en plus d'avoir des personnes qui sont vraiment, on va dire, spécialisées, on va dire, sur ces problématiques de stigmatisation et de discrimination. C'est un conseil, donc en fait, un conseil local de santé mentale, il y a beaucoup de territoires, il y a des régions où c'est pas forcément obligatoire. En Occitanie, voilà, il y a ce truc de se dire, et ça, on trouve que c'est hyper intéressant, que l'axe santé mentale du contrat local de santé, ça soit un CLSM. Mais il y a des territoires qui, du fait que ça soit pas obligatoire, ils se disent bon du coup, on peut le modeler un peu à notre façon. Voilà. Et puis du coup, il y a aussi une dynamique nationale très très forte. Bon voilà, je passe très très rapidement. Le risque du millefeuille, je vous en ai parlé. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut que ça soit les objectifs soient bien définis, qu'on ne crée pas un CLSM n'importe quand, n'importe comment, et que ça soit vraiment fait en considération de tout ce qui existe sur les territoires en termes de dynamique territoriale de santé, et donc de pouvoir aussi impliquer ces acteurs, et on va le voir avec les exemples qui vont nous être présentés par la suite. Et puis, bon voilà, ça je passe parce que c'est pas très intéressant. Voilà, nous, ce qu'on dit, c'est qu'un CLSM, c'est pas une fin en soi, c'est un outil, que ça offre vraiment un cadre spécifique pour la santé mentale, et que ça permet à un territoire de pouvoir faire un focus sur la santé mentale s'ils le souhaitent. Et voilà, et que leur succès, ça repose vraiment sur une construction collective et claire, et surtout ambitieuse. Voilà, je vous remercie beaucoup. Et j'arrête mon partage. Merci Sonia pour cette présentation très complète et très intéressante. Suite à la présentation de ces deux outils, le CLS, le CLSM, on s'est dit que c'était intéressant aussi de revenir sur donc les articulations de façon un peu plus précise avec la politique de la ville. Et donc, je vais repasser la parole à Évangéline qui va revenir un peu sur ce petit point de l'articulation. Merci. Merci Sonia pour la présentation. Pour rebondir, avant que je partage le support, l'articulation CLS-CLSM, elle est importante pour l'ARS Occitanie, parce que justement, dans la dernière slide, quand tu finis sur la construction collective d'une vision politique, c'est l'essence même d'un CLS. Et c'est comment le conseil local de santé mentale, il va concrétiser, il va mettre en place des actions concrètes de santé mentale pour donner vie à cet axe santé mentale maintenant obligatoire dans le cadre des CLS. Et le lien avec la politique de la ville, alors on l'a vu dans le cadre de l'instruction de 2016, l'instruction ministérielle qui pose le cadre réglementaire des CLSM, il était signé à cette époque-là par le ministère de la Ville et le ministère de la Santé, donc pour montrer l'intrication dès 2016. Et j'ai parlé tout à l'heure de la circulaire de 2014 aussi, qui était co-signée par les deux ministères, où en fait ça fait sens, parce qu'en fait les CLS, quand ils ont été posés et réfléchis, c'était sur une logique territorialisée qui avait déjà posé précédemment les contrats de ville, en fait, qui sont antérieurs au CLS. Donc, aujourd'hui, en 2024, on pose cette articulation-là avec des documents qui, en fait, ne montrent pas forcément de manière affichée cette articulation. Mais moi, je rappelle juste, parce qu'il y a peut-être des jeunes parmi nous qui l'ont pas en tête, c'est que historiquement,
cette articulation, elle est très très forte. Elle est pensée, voilà, la logique territorialisée des CLS, elle est pensée à l'image des contrats de ville, quoi. Donc, enfin voilà, je trouve que c'est important vraiment de rappeler la philosophie que les contrats de ville, et, enfin que les CLS aussi sont pensés via les contrats de ville, et les CLSM dans l'instruction, ça a été dit par Sonia, mais je le redis, c'est sur un focus politique de la ville. Donc faut se rappeler ça, c'est très important. Et juste une dernière chose. Pardon. Oui, il y a des. En fait, il faut pas minimiser le rôle des contrats de ville, parce que c'est grâce aussi à des contrats de ville qu'ont pu, et des ateliers scientifiques qui sont en train de disparaître, là, plus le temps passe, plus ils disparaissent, mais néanmoins, c'est grâce à eux. En fait, c'est grâce à eux qu'on a mis en place les CLS, parce que mine de rien, on a commencé à réfléchir à cette vision politique de mieux vivre dans les quartiers. On a commencé à se dire, ah ben en fait, la santé, c'est aussi l'affaire des élus parce qu'on est sur les déterminants de santé. On va bosser sur la santé, c'est pas que l'affaire de l'État, c'est pas que du sanitaire. Et c'est comme ça après, et c'est grâce du coup au contrat de vie qu'on a mis en place des CLS. Alors au niveau du cadre, mais je parle même dans les territoires. Et parfois, ça fait politique de la ville. Ensuite, CLSM d'abord, avant même les CLS, parce qu'il y a des problèmes de sécurité, que les élus se disaient, attends, comment on gère les soins sans consentement, comment on gère la question de la sécurité qui les animait, qui les inquiétait. D'abord, c'était par l'entrée sécuritaire, on va dire. Le CLSM était posé et ensuite, le CLSM a fait levier sur un CLS. Donc, parfois, c'est dans ce sens-là. Voilà. Et pour compléter ce que dit Évangeline, et c'est hyper important, merci de rappeler aussi ce cadre historique. Nous, c'est clairement officiel, hein. Pour nous, les CLSM, ils ont été construits sur la base des ASV, hein. Les ateliers santé-ville. Les ateliers santé-ville, ça date des années 2000. Et la philosophie des CLSM et les principes des CLSM, ça s'est aussi basé sur l'atelier santé-ville. Donc, vraiment, les questions de la politique de la ville, c'est en termes historiques, c'est hyper important par rapport à ce qu'on porte aujourd'hui, effectivement, comme principe, comme valeur et comme façon de promouvoir la santé sur les territoires. Et juste sur la question des financements, parce que Sonia a fait une présentation nationale, du coup, nous, juste 2 mots, nous, on est sur on finance un temps de coordination ou des actions entre 8 000 et 20 000 euros selon les territoires. Et en fait, on est dans le cadre pour ces financements-là sur un projet, mais dans le cadre d'une labellisation ARS. Voilà, je ne rentre pas plus dans le sujet, mais juste parce que ça dépend des régions. Et comme là, on est sur une réunion Occitanie, je le rappelle juste qu'il y a une labellisation CLSM et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter, je vous en parlerai. Je partage le document. Merci. Est-ce que vous le voyez ou là, c'est peut-être pas affiché comme tout à l'heure, non? Non, c'est pas en plein écran, mais pour autant, Vous on voyez arrive à lire. Oui. Si je fais ça, est-ce que c'est bon? Oui, là, c'est bon. On est revenu au début, mais c'est bon. OK. Et là, je change les slides, vous le voyez? Oui, oui, on le voit aussi. Eh bien, parfait. OK. Alors, une de nos priorités donc, au niveau régional, c'est de couvrir les quartiers, les territoires en politique de la ville. Mais encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure là, que c'est une priorité. Enfin, c'est écrit dans l'instruction ministérielle de 2016. Et la question aussi, donc le contrat local de santé, c'est la déclinaison du projet régional de santé, mais aussi du PRAPS, c'est le programme régional pour l'accès à la prévention aux soins des plus démunis. J'ai mis juste deux petits zooms, mais je vais surtout laisser la parole après aux coordinatrices qui c'est leur sujet. Des actions dans le cadre du CLS d'Albi et du CLS Pays Cévennes dans le Gard, et donc Albi dans le Tarn. Mise en œuvre d'un plan d'action de prévention et des comportements à risque par le développement des compétences psychosociales dès le plus jeune âge. On a vu que les CPS, c'est une thématique qui est souvent reprise dans le cadre des CLSM, et mise en œuvre d'un plan d'action autour du logement et de la santé mentale dans le cadre donc, du CLSM. Et dans le CLS Pays Cévennes, la particularité, c'est que l'atelier santé-ville est transversal aux 2 contrats villes, donc du Pays Cévennes, et intégré comme un des dispositifs de mise en œuvre du CLS Pays Cévennes. C'est l'association Reseda
fait, qui porte le contrat ville et également le contrat local de santé. Donc là, l'articulation, elle est toute trouvée. Et donc, cette forte implication de la coordinatrice de l'ASV, qui est intégrée dans l'équipe de santé mutualisée, et sa grande proximité avec l'équipe politique de la ville d'Alès, permettent la mise en place active d'actions de prévention santé au plus proche des besoins des publics et du territoire. Alors, concrètement, comment on travaille ensemble? Les coordinateurs CLS sont pour la plupart du temps invités par les collègues coordinateurs, chefs de projet à Atelier Santé Ville ou contrat de ville. Et c'est de s'inviter mutuellement dans nos gouvernances respectives, donc les copines, mais aussi les groupes de travail. Là, sur les nouveaux contrats de ville, de la visibilité que j'en ai, c'est que l'ensemble des nouveaux contrats de ville, l'ARS est signataire. Donc, bien qu'on ait dit qu'au niveau réglementaire, on était étonné que la santé soit pas au cœur des textes, néanmoins, dans les contrats de ville sur les territoires, l'ARS est signataire. Après, vous nous direz, on vous écoutera sur est-ce que dans les faits, quelle est la place vraiment des actions santé sur vos projets contrats de ville. L'enjeu pour vous, chef de projet politique de la ville, c'est comment comment faire comprendre aux élus que ce sont des agents de santé, parce que du fait qu'ils travaillent dans le cadre de leur politique, dans le cadre de leurs prérogatives et ce sur quoi ils travaillent dans les politiques territorialisées, ils agissent quand ils travaillent sur le logement, la petite enfance, l'assainissement, la culture. De fait, ils travaillent sur la santé et la santé mentale. Et de fait, si vous êtes chef de projet politique de la ville et aujourd'hui, vous n'investissez pas parce que vous avez peut-être une difficulté à rendre légitime la thématique santé dans vos contrats de ville, enfin, je ne sais pas, mais en tous les cas, il y a un vrai travail. L'enjeu, c'est la sensibilisation des élus. Alors, comment fait-on? On a une association d'élus. Est-ce que je l'ai mis? Élus Santé Publique et Territoire, voilà, qui a fait un gros travail pour sensibiliser les élus à la santé publique. Également le CSOMS qui a des outils plaidoyer pour les élus, qui vient dans les territoires travailler avec les élus pour leur dire que voilà, ce sont des agents de santé mentale. En tout cas, ils permettent d'avoir des leviers via leur politique territorialisée. Et je vous ai mis un exemple en novembre 2022 sur le département de l'Ariège. Le CSOMS et l'ARS ont organisé donc une réunion avec l'ensemble des élus du département de l'Ariège dans le cadre de la promotion de l'axe santé mentale des CLS et du CLSM. Et enfin, après, il y a la question de la formation des agents territoriaux. Peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui ne se sentent pas formées à la santé publique. Le CNFPT, donc nous, on travaille en lien avec le CNFPT Occitanie pour faire en sorte développer les formations santé de l'éventail de formation du CNFPT. Ce serait intéressant dans le chat que vous disiez si vous avez suivi des formations santé publique par le CNFPT et que vous précisez si vous êtes, votre poste aussi. On a, nous, au niveau du DRAPS, je vous ai mis le lien. Donc là, c'est un opérateur de l'ARS qui met en place des formations qui sont accessibles également pour les chargés de projet politique de la ville et donc les coordinateurs ASV. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Il y a beaucoup de vidéos pour monter en compétences. Il y a également le HESP qui met en place une formation e-learning. Donc là, on est sur plutôt les métiers de coordination contrats locaux de santé, mais ils sont ouverts, et c'est une formation gratuite également, ouverte aux coordinateurs ASV et politique de la ville. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à revenir vers moi sur cette formation HESP. Et puis aussi, je pourrais être le relais auprès de notre collègue Perrine Lefebvre du CNFPT. C'est ma dernière slide, oui. Voilà, il y a aussi une collègue de Promo Santé qui est connectée, qui pourra dire 2 mots si besoin sur le DRAP si vous avez des questions. Merci. Je vais arrêter le partage. Oui, ça marche. Merci, Évangéline. Je ne vois pas de précision sur des éventuelles formations avec le CNFPT ou autre, mais en effet, si vous souhaitez plus de précision, toutefois, de toute façon, après le webinaire, on transmettra les coordonnées des intervenants et puis vos supports, que chacun puisse aussi se saisir de tous les outils là, que vous avez
présenté depuis le début. Je ne vois pas de demande d'intervention ou de questions par rapport à ces outils-là. On est peut-être face à des gens très outillés, je ne sais pas, ou des gens timides. Donc, si on n'a pas d'autres d'intervention, je vous propose qu'on continue pour aller, voilà, cette fois sur le terrain. Donc, c'est bien, on a préparé les choses en parlant des ASV, des CLSM. Lynn, je peux te proposer de prendre la parole, de nous présenter peut-être ton poste et puis voilà, sur ces fameuses ASV qui sont plus si nombreux que ça, qu'est-ce qui peut s'y passer? Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous partager un diaporama. Je vais me présenter, bien sûr. Voilà, normalement, vous voyez le diaporama. Oui. Donc, je suis Lynn Valmigiana, coordinatrice de l'atelier Santé-Ville pour l'association Reseda. Et je travaille donc en lien avec le GIP politique de la ville à l'Est-Cévennes. Et j'anime et je coordonne le volet santé des contrats de ville d'Alès Agglomération et de Cévennes. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter la démarche de l'atelier Santé-Ville Pays Cévennes. Ensuite, les orientations de l'atelier Santé-Ville en termes de santé mentale, avec un focus sur une action précisément. Et quelques conditions, d'après nous, pour une bonne articulation avec la politique de la ville. Donc, le fonctionnement de l'atelier Santé-Ville Pays Cévennes. Donc, historiquement, l'association Reseda porte l'atelier Santé-Ville depuis 2001 et l'ASV est inscrit dans une démarche, une politique de santé locale basée sur le travail en réseau et une démarche territorialisée de santé, donc qui est existante depuis les années 90 sur le bassin sanitaire. Et depuis 2011, l'atelier Santé-Ville s'articule au sein des axes prioritaires du contrat local de santé. La gouvernance, donc au niveau de l'atelier Santé-Ville, il y a un comité technique et un comité de pilotage. Et également, l'atelier Santé-Ville participe au comité de pilotage et au comité technique des contrats de ville de l'arrondissement d'Alès, mais également au conseil citoyen. Donc, ils sont des instances en fait, où les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville se réunissent. Il y a également des associations qui participent pour voilà, discuter de l'actualité des quartiers, voir s'ils souhaitent mettre en place des projets précis. Et donc également, j'ai des liens effectivement avec les chefs de projet des contrats de ville et le PRE, Programme de réussite éducative. Donc au niveau de la coordination de l'atelier Santé-Ville, je suis amenée en plus du fait de coordonner des actions, à coordonner des groupes de travail sur les différents quartiers prioritaires de la politique de la ville. Et donc, moi, je travaille à un équivalent temps plein et je fais partie de l'équipe mutualisée de santé publique de l'association Reseda. Donc, j'ai un fort lien avec les coordinateurs CLS, les différentes coordinatrices des réseaux de santé, également le service santé d'Alès Agglomération et les deux CPTS, donc la CPTS La Cévenole et la CPTS Entre 16 et Gardon et le TAC. De faire passer le diapo, ça marche plus. Compliqué. Hop. Ah, ça y est. Donc, les objectifs de l'atelier Santé-Ville, il y en a 4 principaux. Je vous les ai mis simplement pour vous montrer que le deuxième objectif donc, de l'atelier Santé-Ville Pays Cévennes concerne la santé mentale et notamment contribuer à la prévention de la souffrance psychosociale et à l'accès aux soins en santé mentale. Je vous ai mis donc la nouvelle carte de la géographie prioritaire de 2024. Donc, on se rend compte qu'il y a que les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont représentés sur 6 communes. Donc, Saint-Ambrois, Alès, Anduze, La Grand-Combe. Et là, nouvellement, le QPV de La Grand-Combe a été élargi à 2 communes, Branoux-les-Taillades et les Salles du Gardon. Et donc, ça représente la couverture territoriale de la géographie prioritaire est inscrite donc sur 2 communautés de communes, Alès Agglomération et Deux-Sèvres-Cévennes. Pour revenir donc sur l'articulation entre le contrat local de santé et l'atelier Santé-Ville,
Donc l'atelier santé-ville, c'est un dispositif de mise en œuvre des axes d'intervention du contrat local de santé, et en particularité donc avec les axes que je vais évoquer, qui sont en lien avec les objectifs stratégiques de l'atelier santé-ville. Donc, il y a l'axe numéro 4, par exemple, personnes en situation de précarité ou de vulnérabilité, l'axe accès au droit, à la prévention et aux soins, tout ce qui concerne santé jeune, les addictions, l'alimentation santé et bien sûr la santé mentale. Et donc, par exemple, pour l'axe accès au droit aux soins ou même santé mentale, je suis amenée à travailler avec le réseau santé vie sociale de Reseda, mais aussi le réseau santé mentale de l'association Reseda. Et l'atelier santé-ville, nous, on a l'habitude de dire que finalement, c'est une loupe du CLS sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville en termes d'animation territoriale. Et l'atelier santé-ville permet d'adapter les dispositifs de droit commun aux spécificités vraiment des quartiers prioritaires de la politique de la ville, en essayant un maximum de faire participer les habitants et les acteurs de santé. Quelques donc, orientations de l'atelier santé-ville en termes de santé mentale. Donc, il y a plusieurs constats qui sont issus de l'écriture des contrats locaux de santé. Et donc, on l'a découpé par différents QPV. Et donc, par exemple, sur Alès, on se rend compte qu'il y a une souffrance psychosociale importante qui peut être en augmentation et notamment liée à des pathologies psychiatriques ou en lien avec la rupture ou l'isolement, qu'il y a un mal-être et une souffrance psychique des jeunes avec en conséquence des difficultés, par exemple, de scolarisation et aussi des troubles du comportement. Et récemment aussi, on a beaucoup été sollicité en fait pour tout ce qui concerne le soutien à la parentalité sur le versant santé mentale par des parents, donc des structures, mais des parents ayant besoin de répit, des parents qui seraient aidants aussi, et avec une charge mentale quotidienne des habitants dans les quartiers. Il y a également donc une difficulté d'accès aux soins psychologiques, parfois en lien avec le coût, la mobilité, mais aussi les représentations des habitants, mais aussi de certains acteurs parfois. Et tout ça, ça nécessite aussi de soutenir justement les pratiques des différents acteurs pour justement ensuite, par exemple, les directeurs d'association, on verra précisément une action, mais c'est eux qui sont amenés aussi à orienter le public, donc c'est important qu'ils soient outillés. Donc sur le QPV de la Grande Combe, là aussi, on retrouve une souffrance psychosociale et des pathologies psychiatriques. Et donc voilà, il y a quand même des ressources qui sont parfois insuffisantes, mais souligner quand même qu'il y a l'intervention de l'équipe mobile psychiatrique qui est un réel soutien pour les professionnels du secteur. Donc sur Anduze, c'est aussi le même constat de souffrance psychosociale, parfois en lien avec la rupture et l'isolement. Et de même donc sur Saint-Ambrois. Donc pour parler un peu de la diversité des projets qui seraient possibles à mettre en œuvre, vous le faites déjà peut-être sur vos territoires, puisque bon, il est possible de travailler la question de la santé mentale de manière précise, mais aussi de manière transversale. Donc ça peut aller d'un groupe de travail de professionnels à des actions de prévention aussi ciblées. Donc par exemple autour du bien-être, de la culture, du prendre soin de soi. Et l'atelier santé-ville en lien avec le CLS accompagne des associations d'insertion, mais aussi des associations de patients type GEM dans la mise en œuvre d'ateliers yoga, de lecture, des activités artistiques pour travailler aussi ces questions de santé mentale. Il y a également l'axe gestion du stress, gestion des émotions en lien avec les compétences psychosociales. Voilà, des projets de sophrologie aussi, c'est possible d'en mettre en œuvre. Des projets de balade pédestre, justement, on en avait mené un avec des parents d'une école maternelle. Et justement, on était parti aussi sur proposer des balades pour que les parents puissent proposer d'autres alternatives aux écrans aussi à leurs enfants. Donc vraiment, la thématique au sens large, la thématique alimentation aussi peut être travaillée. La thématique sport-santé. Des forums aussi santé mentale peuvent être organisés, vous le voyez, avec plusieurs thématiques, vraiment de manière transversale. Des groupes de travail de professionnels, donc j'y reviens pas puisque c'est l'action que je vais vous présenter juste après. Et des groupes de parole à destination des habitants.
Donc, dans le diaporama qui vous sera envoyé, là, je ne vais pas y revenir puisque j'ai masqué les diapositives exprès puisque je vais faire un choix sur une action à vous présenter, mais vous aurez donc le détail sur cette action-là. Et donc, on se rend compte que finalement, la diversité des actions, elles peuvent toucher un public cible assez large. Ça peut aller des parents, des enfants, des familles, des jeunes, des bénéficiaires du RSA, des adultes en situation de handicap, mais aussi les professionnels par le biais de groupes de travail. Et l'objectif finalement de toutes ces actions, c'est restaurer ou maintenir la confiance en soi, favoriser le lien social et le bien-être. Donc, je vais vous présenter l'action des séances de supervision psychologique à destination des responsables d'associations. Donc, avant de formaliser cela par des séances de supervision psychologique, en fait, c'est parti d'une demande des responsables d'associations qui ont sollicité l'atelier santé-ville et le GIP politique de la ville à l'Est-Cévennes, avec un constat en fait que suite au Covid, les responsables d'associations recevaient parmi leur public plus ou moins jeune, mais aussi parmi les services civiques qu'ils accueillaient. Ils étaient confrontés en fait à des situations de personnes donc en grande précarité ou aussi qui leur faisaient part de violences au sein de leur famille ou autre. Et eux, ils n'étaient pas outillés en fait pour répondre à ça. Il y avait un certain sentiment de solitude, puisque c'est des responsables d'associations, c'est pas leur mission. Hein. Ça peut être plutôt tout ce qui concerne des associations culturelles, des associations, donc des cantines solidaires ou autres. Et donc, avant de formaliser vraiment ces séances de supervision, donc on a monté un groupe de travail et dont fait partie notamment la déléguée du préfet, où ça a été un grand soutien parce qu'avant ces séances, grâce au réseau, donc la déléguée du préfet a pu contacter un avocat et une infirmière qui sont venus dans un premier temps proposer une séance sur le secret professionnel parce que c'était aussi une demande. Et finalement, donc l'objectif de ces séances aussi pour les professionnels, c'est qu'ils puissent prendre de la distance face à des situations complexes, travailler sur la culpabilité de l'accompagnement et vraiment jusqu'à où ils arrêtent l'accompagnement, quelles sont les limites de l'accompagnement et la gestion du stress aussi, que ce soit dans leurs équipes, mais aussi au quotidien avec leur public. Et l'objectif, c'était donc d'outiller les responsables d'associations en priorité parce qu'on a eu aussi des demandes pour les animateurs, mais on ne pouvait pas mélanger un groupe de responsables et d'animateurs. Et donc, le choix qui a été fait, c'est finalement que ce groupe soit destiné aux responsables d'associations en se disant que finalement, les responsables d'associations pouvaient aussi transmettre après à leurs équipes les outils qu'ils auraient pu apprendre. Et donc, l'objectif de ces séances de supervision psychologique qui sont animées par une psychologue du CIBC, c'est que les professionnels puissent faire part de situations complexes qu'ils ont vécues et d'identifier aussi des situations à risque professionnel et pouvoir tous ensemble autour de la table trouver des solutions. Et donc, préciser que ces séances de supervision psychologique sont uniquement à destination des responsables d'associations intervenant en quartier prioritaire de la politique de la ville. Donc, ces séances de supervision, les thématiques qui ont été abordées lors de ces séances, c'est tout ce qui concerne le management, déléguer, exprimer des remerciements au quotidien, tout ce qui est conciliation entre vie familiale et professionnelle. La gestion des émotions au sens large, la gestion du temps de travail aussi, parce que c'est ressorti beaucoup le fait que certaines tâches étaient très chronophages, qu'il y a des délais, notamment dans la réponse aux appels à projets, etc. Donc, c'était un thème qui est beaucoup ressorti aussi. Et donc là, actuellement, c'est la politique de la ville, notamment l'ANCT, l'Agence nationale de cohésion des territoires, qui finance ces séances de supervision psychologique dans le cadre de l'appel à projet politique de la ville. Pour l'instant, c'est le seul financeur. On espère que notamment le conseil départemental ou même Alès Agglomération se positionne pour financer ce projet puisque le projet a été à nouveau redéposé. Mais c'est vrai qu'on s'était dit que si à terme ce projet n'était pas pérennisé, ce qui pouvait être intéressant, c'est que finalement les directeurs d'associations, ils pouvaient aussi entre eux essayer, voilà, maintenant qu'ils ont un peu les outils, de se réunir et de faire des séances si besoin.
Donc, il y a eu 3 séances au total qui ont pu être réalisées au regard des financements alloués. Et le bilan de ces séances, c'est que les responsables d'associations ont pu partager des faits, des questionnements, et vraiment ce qu'ils nous ont dit que c'était important pour eux d'assister à ces séances pour ne pas être seuls à se débattre face à des situations comme ils ont pu les convoquer. Et c'est une forme d'échange de bonnes pratiques où chacun, finalement, face à une situation, propose des solutions. Et après, c'est aux responsables qui évoquent la situation de voir ce qu'ils souhaitent garder et faire. Donc, il y a eu 7 participants lors des séances. Ça peut paraître peu, mais pour le coup, étant donné que ce sont des séances de 2 heures et qu'il faut que chacun quand même puisse s'exprimer, ça prend du temps. Donc, c'est un groupe, 7, c'est suffisant. Plus, ça serait difficile pour que chacun prenne la parole. Et là, on est en cours d'élaboration d'une charte de confidentialité, puisque maintenant qu'il y a eu cette première expérimentation, et bien que le cadre soit rappelé avant chaque séance, c'est-à-dire un cadre confidentiel, respect de la parole de l'autre, on pensait que c'était intéressant qu'il y ait quand même un document écrit qui formalise comment le groupe fonctionne et que chacun signe. Donc là, je vous propose quelques ressources en santé mentale qui, moi, ont pu m'aider dans le cadre de l'organisation de projets sur cette thématique. Donc, vous connaissez peut-être déjà, il y a le site ViaPsy qui répertorie toutes les ressources psy du Gard et d'Occitanie. Il y a également donc, un dispositif qui a changé plusieurs fois de nom, mais maintenant, c'est Mon Soutien Psy. Donc, qui propose la prise en charge à l'époque de 8 séances par an avec un psychologue remboursé par la CPAM et la mutuelle. Mais finalement, Gabriel Attal a annoncé potentiellement le passage de 8 à 12 séances et la suppression de l'obligation d'adressage par le médecin traitant. Donc là, je vous ai mis l'annuaire, comme ça vous voyez les psychologues qui sont inscrits dans le cadre de ce dispositif, vous pourrez regarder. Ensuite, il y a le site de Psycom, donc qui est un organisme public d'information, de formation et de lutte contre la stigmatisation en santé mentale. Donc, qui propose un certain nombre de brochures. Je vous en ai mis 2 parce que moi, elles m'ont été particulièrement utiles dans le cadre de mon travail. Donc, la première, c'est concernant la promotion de la santé mentale. Et cette brochure, elle s'adresse en fait aux élus pour justement trouver des arguments pour que les élus puissent se saisir de ces questions de santé mentale dans leur politique. Et donc, voilà, ça reprend les définitions notamment de la santé mentale et comment, au quotidien, dans leur ville, ils peuvent mettre en œuvre telle ou telle action. Et la dernière brochure, c'est la santé mentale et l'emploi. Et donc, on avait été sollicité par France Travail sur cette thématique. Et c'est vrai que c'est un outil qu'on a pu leur présenter. Et ils nous ont dit que ça les aidait bien aussi à appréhender cette thématique-là. Pour terminer, donc, quelques conditions pour une bonne articulation avec la politique de la ville. Donc, ce qui est important, il me semble, c'est quand même de définir un cadre précis mais souple. Donc, précis parce que notamment, il y a une note de cadrage de l'intervention de l'atelier santé-ville, le lien que l'atelier santé-ville a avec la politique de la ville. Mais souple aussi, dans le sens où je pense que c'est quand même intéressant, même s'il y a une feuille de route, de rester à l'écoute des opportunités. Souligne aussi l'importance du travail collectif, donc avec des habitudes de travail maintenant bien installées aussi, mais donc avec les différents acteurs de santé, les différents chefs de mission non politique de la ville, mais aussi avec les professionnels libéraux. Donc nous, c'est vrai qu'à Reseda, les libéraux, vu qu'il y a des habitudes de travail, notamment avec les psychologues, il y a eu, par exemple, un tarif précis, donc voilà, où ils acceptent en fait d'intervenir à ce tarif-là lors d'actions de prévention. Et c'est vrai qu'ils nous font part aussi de leur spécificité, ce qui fait qu'après, quand il y a un besoin, par exemple, d'intervenir sur un groupe de parole, on sait à qui s'adresser, le cadre est formalisé et ça va plus vite. Au niveau aussi, le fait que l'atelier santé-ville est pleinement intégré aux différentes instances de la politique de la ville, c'est-à-dire au comité technique, au comité de pilotage du GIP politique de la ville à l'Est-Cévennes. Et je participe également aux commissions en fait, techniques de programmation de l'appel à projet politique de la ville, où là, je présente les différents projets santé. Voilà. Et c'est important aussi que
au sein de l'atelier santé ville et donc du comité technique et du comité de pilotage, il y a des représentants de la politique de la ville et des techniciens donc, qui participent. Donc, c'est important pour faire le lien. L'importance aussi des réunions de préparation sur des projets spécifiques qu'on peut faire justement en présence des représentants des financeurs de la politique de la ville sur des thématiques précises de santé, ça fait aussi avancer les projets. Et terminer par souligner à nouveau le lien donc, que l'atelier santé-ville a avec le GIP politique de la ville à l'SCV, qui est facilitant au quotidien. Je vous remercie de votre attention. Je n'avais pas mon micro. Merci Lynn pour cette présentation. Et il y a une question dans le chat à laquelle tu pourras peut-être répondre sur l'articulation avec le PRE sur la question de la santé mentale des enfants et des jeunes. Est-ce que, enfin voilà, comment vous pouvez travailler avec le PRE, notamment à l'ES? Oui. Alors là, c'est avec le PRE de la Grande Combe qu'on a travaillé plus particulièrement cette question-là. Donc, dans le cadre du PRE, c'est des financements spécifiques. Mais c'est vrai que l'atelier santé-ville avait été sollicité pour justement cette question de santé mentale. Et des enfants, puisque ce sont des enfants qui sont bénéficiaires du PRE en plus de leur famille, ont pu avoir en fait accès à des séances de consultation psychologique gratuite dans le cadre de ce dispositif-là, par exemple. Merci. Je te passe la main. À moi. Donc, je me présente, je suis Sandrine Poulain, je suis coordinatrice du contrat local de santé et du conseil local de santé mentale sur la ville d'Albi. Donc, moi, je vais rentrer, voilà, je ne vais pas reprendre ce qui a été dit, je vais rentrer de suite dans les exemples. Donc, au niveau de l'articulation avec les QPV et donc le contrat de ville, nous, il y a de ça quelques temps, on a mis en place, donc avec le CCOMS et Sonia que vous avez vu tout à l'heure, la santé mentale dans mon quartier. Donc ça a été mis en place par le CCOMS et déployé sur le territoire au niveau français pour parler santé mentale. Et comme vous l'a dit Sonia tout à l'heure, c'est qu'est-ce qu'on met derrière ce mot santé mentale, puisqu'on l'a bien vu, chacun a une définition différente. Donc c'était histoire que tout le monde puisse s'exprimer et qu'on parte sur une définition commune de la santé mentale et connaître également les ressources qui existaient sur le territoire. Donc, on est parti sur cette action-là. Donc, on a mis en place une session par QPV. Donc, sur mon territoire, j'ai 3 quartiers politiques de la ville. Donc, on a mis en place ces sessions, une demi-journée sur chaque QPV. Donc, on avait limité les séances à 15 personnes. Certaines séances, on en a eu 28. Donc, comme quoi la thématique santé vraiment interpelle, interroge et intéresse, puisque là, c'était une session qui était ouverte à tous ceux qui intervenaient sur le quartier et qui habitaient sur le quartier. Donc, sur Albi, on avait par exemple des élus déjà, on avait des commerçants, des représentants des conseils citoyens, des habitants, enfin voilà, différentes des associations qui n'étaient pas forcément en lien avec la santé mentale, telles que les Restos du Cœur ou même des infirmières libérales ou des représentants de structures locales diverses. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a fonctionné. De là, à la fin, on avait un questionnaire de satisfaction et en disant quels sont vos besoins, maintenant qu'on a parlé santé mentale, qu'on s'est tous mis d'accord, est-ce que certains d'entre vous aimeraient aller plus loin et de quelle manière? Donc, suite à ce questionnaire, il y avait vraiment l'idée pour certains d'approfondir et d'aller plus loin et de façon un peu plus approfondie vraiment sur la question de la santé mentale. Donc là, le CLSM a proposé notamment à ces personnes qui avaient participé à la santé mentale dans mon quartier, mais également à tous les partenaires autour du CLSM déjà et du CLS, de se former au premier secours en santé mentale. Donc de là, pareil, on a formé du coup des commerçants des quartiers prioritaires, des associations culturelles ou autres, sportives, voilà, tout un tas de personnes qui sont amenées à travailler
avec les habitants en ayant toujours un focus sur les quartiers politiques de la ville. Donc, on a proposé ça aux membres d'associations du CLS, du CLSM, mais également de la politique de la ville, puisqu'il y avait des conseils citoyens, et du CLSPD, puisqu'on travaille beaucoup en partenariat avec le CLSPD. Et on a également formé des personnes qui intervenaient dans le cadre du PRE, du programme de réussite éducative. Donc, ça, c'était la première étape, formation au premier secours en santé mentale et également des formations au premier secours en santé mentale jeunes qui ont été vraiment spécifiques pour ces publics-là. On a également, puisque dans ce questionnaire, il est ressorti aussi, donc je parle toujours du questionnaire santé mentale dans mon quartier, il est ressorti aussi des questions sur la santé mentale des jeunes. Donc, sur Albi, on a la chance d'avoir des centres sociaux, c'est-à-dire un centre social par quartier prioritaire. Donc, on a 3 centres sociaux portés par différentes instances. Et on s'appuie beaucoup sur ces centres sociaux pour mettre en place des actions, notamment sur la santé mentale. Donc, on est intervenu aussi auprès des jeunes, puisque c'est ce qui avait été demandé, sur la santé mentale des jeunes dans le cadre du CLAS, donc du Conseil local d'accompagnement à la scolarité. Où là, on est parti donc sur les idées reçues. Voilà. Donc, quelles sont les idées reçues auprès des jeunes? Les stéréotypes un petit peu, donc déstigmatiser la santé mentale, lever quelques tabous, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de tabous. Donc ça, on l'avait travaillé en lien aussi avec la maison des adolescents et le centre social. Et donc, oui, et on leur avait donné des outils aussi. On avait parlé émotions, donc avec des adolescents, les émotions, il y a beaucoup de tabous aussi derrière ce terme-là. Et on leur avait donné aussi des outils pour savoir gérer son stress, donc initiation à la sophrologie, à l'automassage, etc. Une fresque aussi, une création artistique avait été faite, une fresque collective a été faite autour des émotions également. Toujours autour des émotions, donc on a travaillé sur la gestion des émotions, donc auprès des familles monoparentales, des mamans, puisqu'il y a un groupe dans un centre social qui s'appelle Maman, mais pas que. Donc, pour montrer voilà, qu'il y a d'autres choses. Et on a travaillé sur la gestion des émotions en tant que maman, mais aussi la gestion des émotions des enfants. On a travaillé aussi, donc là, toujours dans ce projet, dans la continuité, avec ce groupe Maman, mais pas que, il y a un travail en projet sur la charge mentale des femmes dans les quartiers prioritaires, puisque nous, on a énormément de familles monoparentales qui se trouvent souvent être des femmes. Donc, voilà, on travaille sur la charge mentale des femmes, puisqu'on l'a vu en plus, après Covid, on a pu constater notamment en faisant la rentrée des classes le matin des enfants, que de plus en plus de mamans se laissent aller, amener les enfants sans être coiffés, même encore en pyjama, etc. Parce qu'il y avait voilà, une surcharge, beaucoup de choses, beaucoup de pression pour être, voilà, mener le foyer, être une bonne mère, être une bonne cuisinière, une infirmière, enfin voilà, et beaucoup de choses autour de ça. Donc, on a décidé de travailler et de s'intéresser à ça. Je regarde l'heure, donc je vais un petit peu vite. On a travaillé aussi sur, puisque l'articulation, tout à l'heure on en parlait, l'articulation avec le CLSPD, avec ma collègue qui travaille donc sur ça et qui a mis en place une semaine sur les violences intrafamiliales avec différents partenaires qui proposent, elle, dans son cadre, des formations auprès des personnes qui interviennent auprès de ce public. Et du coup, on a rajouté, puisque moi, l'idée, c'est de mettre de la santé, de la santé mentale dans toutes les politiques et dans toutes les thématiques. Donc, voilà, pour les violences intrafamiliales, on a travaillé sur l'estime de soi. Et oui, la reconquête de l'estime de soi pour des publics ayant subi des violences conjugales ou familiales. Et là, on a fait appel à des ressources du territoire où on a une infirmière qui est formée qui est conseillère en images également.
Et enfin, oui, on a participé également à un projet qui était porté par la DRAGES, donc la Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, qui était de former les services civiques et d'inciter notamment les jeunes des QPV à s'inscrire dans des services civiques. Donc, c'était services civiques et santé des jeunes, avec une expérimentation qui a été faite donc au niveau local sur la santé mentale. Donc, en tant que CLSM, on est intervenu. Déjà, on a proposé la formation PSSM à certains jeunes en service civique et on a également mis en place, j'ai également mis en place des rencontres entre des usagers de la santé mentale et ces jeunes, puisque dans le cadre du CLSM, j'ai une commission, donc un groupe de travail sur la santé mentale, avec des usagers, des aidants, etc. Donc, notamment donc l'UNAFAM, qui est une association d'aidants et amis de personnes atteintes de maladies psychiques. Et donc, on est allé à la rencontre, avec ce groupe, on est allé à la rencontre de ces jeunes en service civique pour parler santé mentale aussi et répondre à toutes leurs questions, expliquer le parcours, les différences qu'il pouvait y avoir et la stigmatisation qu'ils pouvaient subir et comment aborder la santé mentale avec un public, puisque l'idée, c'est que ces jeunes en service civique puissent s'adresser à d'autres jeunes, c'est un peu de la santé pair, à d'autres jeunes de leur âge pour aborder notamment, eux spécifiquement, la santé mentale. Voilà. Tout ça pour dire qu'on intervient à la fois, comme l'a dit Sonia tout à l'heure, sur tout ce qui était psychiatrique, vraiment propre, la maladie, les troubles de santé mentale, mais également sur tout ce qui était estime de soi, bien-être, les compétences psychosociales. Et je sais qu'il y avait la question tout à l'heure, notamment sur le PRE. Nous, on a travaillé énormément, on travaille encore avec le PRE sur les compétences psychosociales et on l'a d'ailleurs inscrit dans le contrat de ville, le renouvellement du contrat de ville. On a également participé avec la politique de la ville à la délimitation de la géographie politique de la ville, puisque là, Évangéline pourra peut-être rebondir. Effectivement, pour les professionnels de santé qui sont en contrat de ville, il y a quand même certains avantages. Donc, on a tenu, dans la géographie du contrat de ville, à intégrer certains professionnels de santé. Voilà, j'ai essayé de tenir les temps parce que je sais que voilà, il faut laisser du temps aux questions. Il y a des petites questions justement de précision sur ce qui vient d'être présenté et notamment sur donc de savoir comment la formation des premiers soins en santé mentale, elle a pu être financée. Voilà, dans le montage, comment ça se passe.